je vous propose donc d'aborder la conférence qui va traiter des hauts potentiels, le cas des cerveaux hors normes. Donc, comment vivent les personnes surdouées au quotidien? Quelle aide peut leur apporter le psychologue? Comment les enseignants considèrent-ils également le quotidien des enfants? Donc nous avons là encore la chance d'accueillir 3 experts. Je vous demande un petit peu de silence et je vous demande d'accueillir tout de suite Béatrice Parino, journaliste au Point, qui va animer cet échange. Et nous avons donc le grand honneur d'accueillir Alice Boisserand, qui a été détectée donc enfant précoce à haut potentiel, donc à l'âge de 15 ans, qui a écrit un ouvrage où elle relate cette expérience qui s'appelle Extra Normal. Vous trouverez donc ce livre auprès de notre libraire. Nous sommes également très heureux d'accueillir Jeanne Siofachin, psychologue clinicienne, psychothérapeute, spécialiste des hauts potentiels, créatrice de Cogitose, le premier centre européen de psychologie intégrative. Elle est auteure de nombreux ouvrages, conférencière, enseignante, formatrice. Parmi donc les ouvrages les plus récents, S'il te plaît, aide-moi à vivre pour une nouvelle psychologie. Vous trouverez les ouvrages donc également auprès de notre libraire et je pense que vous les dédicacerez au terme de cet échange. Et également, nous sommes très heureux de recevoir Jean-Pierre Bélier, enseignant spécialisé, psychologue scolaire. Vous avez porté le projet de création d'un corps de psychologue de l'éducation nationale qui a été officialisé par décret donc en 2017. Béatrice, c'est à vous donc pour aborder le cas de ces cerveaux hors normes. Bonjour, oui c'est beaucoup mieux là, je m'entends moi aussi, ce qui est plus agréable. On va démarrer avec toi si tu veux bien Alice. Hélène l'a déjà dit, tu as rédigé un livre, tu as 18 ans et tu y racontes en fait ton parcours personnel. Est-ce que en quelques mots, tu as le droit aussi à quelques minutes, tu peux nous raconter le jour où tu découvres que on te dit tu es un haut potentiel? Alors c'est vrai que j'ai eu quelques difficultés à l'école dans mon passé. Qui m'ont conduite en fait chez une psychologue quand j'étais en seconde. Puis moi j'ai été voir la psychologue, je lui ai dit mais vous savez madame j'en ai marre, j'arrive pas à m'intégrer avec les autres, je comprends pas forcément ce qu'ils disent. Et elle m'a dit bah écoute je pense que tu es au potentiel. Donc je l'ai regardé et je lui ai dit mais madame, je lui ai dit les hauts potentiels, c'est pas ceux qui ont sauté 3 classes et qui ont 18 de moyenne générale. Elle m'a dit non, c'est quand même quelque chose, c'est une question qui est plus complexe que ça. Elle me dit tu vas passer les tests et on en reparlera après. Donc elle m'a fait passer les tests dans la foulée. Et effectivement, très très rapidement, j'ai eu les résultats et ils vont s'avérer que j'étais au potentiel. Donc c'est vrai que sur le coup, ça m'a un peu déstabilisée. J'ai pas forcément compris ce que ça voulait dire, parce que je connaissais pas vraiment la question. J'ai lu des livres, notamment certains de Jeanne, qui m'ont aidé à davantage comprendre et j'ai retrouvé en fait des passages de moi plus jeune. En fait, j'ai pu me reconnaître à travers des livres, alors que longtemps je m'étais trouvée comme bizarre et les autres m'avaient aussi considérée comme bizarre et comme anormale. Et du coup, bah voilà. Jeanne, on a l'impression qu'être haut potentiel, précoce, surdoué, c'est quelque chose de très à la mode. Mais comment être sûr qu'on est haut potentiel et finalement, dans quelle mesure aussi c'est utile de le savoir ? Oui, merci de me poser cette question. J'adore cette question parce que oui, c'est vrai, c'est à la mode et c'est formidable que ça soit à la mode. Mais pourquoi c'est à la mode ? C'est à la mode pas parce qu'il y a plus de haut potentiel aujourd'hui qu'il n'y en avait avant. On est toujours sur une proportion de population qui est de 2,3%. Mais comme les neurosciences ont avancé, comme on ne va plus aujourd'hui voir uniquement un psychologue quand on pense qu'on est fou, mais qu'on y va aussi pour aborder des questions de l'ordre du quotidien et que les tests sont redevenus dans les cabinets de psy, un outil que l'on utilise alors qu'au moment de mai 68, il fallait surtout plus tester les gens, eh bien, on connaît mieux cette population. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, c'est vrai que c'est une population qui s'est appelée pendant très longtemps les surdoués, mais qui donnait cette sensation qu'on avait reçu quelque chose comme ça en plus sur la tête et qui n'était pas très confortable. Et puis après, on a parlé de précocité, ce qui était aussi un terme pas ajusté, parce que la précocité voulait alors dire qu'il y avait un développement cognitif plus rapide. Mais alors, quid des adultes ? Est-ce qu'on devient... Je me souviens, on m'avait demandé une fois une conférence sur
les adultes, anciens enfants précoces, bon, ça commence à devenir un peu étrange comme concept. Et puis maintenant, et j'ai eu la chance de participer cet hiver à un comité d'experts au sein de l'éducation nationale pour réfléchir sur la terminologie, parce que dans l'éducation nationale, on parlait d'enfants intellectuellement précoces, et maintenant, on parle d'élèves, pas d'enfants, d'élèves à haut potentiel, des EHP, et il y a d'ailleurs toute une ressource, mais je laisserai Jean-Pierre Bélier parler plutôt de l'éducation nationale parce que c'est pas tout à fait mon job. Et pour revenir à votre question, oui, c'est à la mode et tant mieux, on les connaît mieux, et c'est ça qui est important. Ma question initiale, c'était comment être sûr, comment on les identifie? Alors, l'identification, Alice, on a dit un mot, l'identification, parce que c'est pas un diagnostic. Déjà, ça, c'est très important. Être surdoué, c'est pas une pathologie. Ce sont des singularités de fonctionnement, à la fois sur un plan cognitif, sur un plan intellectuel, mais aussi au niveau de l'organisation de la personnalité. Donc, pour identifier qu'on a ce profil-là, ça passe par un bilan. Alors, moi, j'aime pas utiliser le mot de test, parce qu'un test, on dirait comme un test de grossesse, on est positif ou négatif, hein, c'est un petit peu plus complexe que ça. Et le bilan, c'est vraiment une carte du territoire, c'est-à-dire à la fois explorer comment fonctionne au niveau intellectuel et cognitif la personne que l'on reçoit, mais aussi et peut-être surtout quelle est sa personnalité, quels sont les mécanismes qui vont régir son fonctionnement à la fois émotionnel et affectif. Donc ça passe par un bilan. Un bilan, c'est une carte du territoire, et c'est toujours plus facile de se promener dans la vie avec une carte du territoire intérieur qui nous correspond. Si je me promène à Nice avec un plan de Paris, j'aurai beaucoup plus de difficultés. Donc si je vis dans ma vie avec mon plan de territoire intérieur, ça sera plus facile. Donc ce sont des bilans qui durent entre 1h30 et 2 heures. On passe à la fois des tests validés internationalement et ajustés à l'âge au niveau du fonctionnement intellectuel qui vont donner ce fameux QI, ce quotient intellectuel, qui n'est plus un quotient, mais enfin bref, ça c'est une autre histoire, dont la moyenne est à 100 et les écarts types à 15. Donc plus on s'éloigne de la moyenne dans un sens ou dans l'autre, plus l'intelligence est présente et active. Mais un QI n'est pas un diagnostic. C'est comme si vous allez chez un médecin, vous avez 39 de fièvre, suivant si vous avez mal au ventre, mal à la tête ou vous toussez en ce moment, vous n'allez pas avoir tout à fait le même diagnostic. Donc c'est important d'avoir à la fois cette évaluation du fonctionnement intellectuel, mais surtout d'explorer quels sont les mécanismes qui sous-tendent la production de l'intelligence, parce qu'on ne peut pas mesurer l'intelligence. On peut évaluer ce que produit l'intelligence. Et puis aussi faire une exploration de la personnalité, c'est-à-dire passer une série de tests pour mieux comprendre la personnalité, parce qu'on ne peut pas couper les gens en deux. On ne peut pas avoir d'un côté simplement l'intelligence et le cognitif, et de l'autre côté la personnalité. L'intelligence ne s'inscrit que sur un tableau clinique, comme on le dit dans mon métier, plus large, qui est le fonctionnement émotionnel, le fonctionnement affectif, la dynamique de personnalité, et la personnalité ne peut se comprendre qu'à la lumière du fonctionnement cognitif. C'est pas du tout la même chose d'avoir tel ou tel type de personnalité selon la façon de vivre avec le monde, avec son intelligence. Donc c'est vraiment aujourd'hui, et je bouclerai là-dessus par rapport à votre question, peut-être pas là-dessus définitivement, mais par rapport à votre question, c'est que cette histoire de mode fait que, et ça c'est très embêtant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui justement, alors je ne devrais pas dire ça moi, hein, c'est vraiment pas bien ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. Allez-y. Oui, je vais le dire. C'est que quelquefois, en lisant des livres, on s'auto-diagnostique. On se dit, ah bah oui, alors là, je me reconnais complètement dans ce livre, donc c'est moi. Et alors, fleurissent sur Internet des tas de choses totalement farfelues, avec des groupes de ceux-ci. Alors, comme en plus, moi, d'une façon complètement anecdotique, lors de mon premier livre, mais il y a 20 ans de ça, comme je voulais me sortir de toute cette terminologie, j'ai appelé ces enfants des zèbres pour drôles de zèbres, et peut-être que vous savez que les rayures d'un zèbre sont toujours uniques, il n'y a pas deux zèbres qui se ressemblent, et que moi qui suis clinicienne, un enfant est toujours un enfant unique, et d'abord un enfant avant d'avoir n'importe quel type de caractéristiques, et puis quand un zèbre court vite, ça fait un effet stromboscopique et on le voit plus, mais quand même on le repère dans la savane. Et peut-être surtout, un zèbre ne peut jamais vivre sans les autres, et ça on reviendra sur les aspects affectifs, j'espère. Donc, fleurit sur Internet
des choses absolument invraisemblables, et puis des surdoués autoproclamés, des spécialistes. Alors vous avez des coachs pour surdoués, des intervenants pour surdoués, enfin. Et ça c'est embêtant parce que ça emmène le sujet dans des endroits où ce sujet-là ne devrait pas exister. Alors Alice, tu l'as pas raconté, mais je vais les raconter pour emmener ma question suivante. Tu es sortie en fait du système scolaire classique. Maintenant, tu es dans un établissement hors contrat. Pour toi, tu vas nous l'expliquer. Ensuite, c'était pas forcément le modèle qui te convenait. Jean-Pierre Bélier, est-ce que l'éducation nationale, elle est dépassée par ce type de profil ? Est-ce que les hauts potentiels ont leur place à l'école publique ? Merci pour cette question d'une subtilité redoutable, et très facile d'ailleurs, bien évidemment, à éluder, plutôt que d'y répondre. Non, je vais y répondre, bien évidemment. Déjà, l'éducation nationale, bien évidemment, face à ce type de profil, elle est confrontée à 3 ambitions à satisfaire. 1, repérer si effectivement un jeune qui est signalé par différents tuyaux, différents canaux, relève de quelque chose qui pourrait s'apparenter à un haut potentiel ou en tout cas un élève à besoin particulier. Reste à préciser le type de besoin. Deuxième élément, bien essayer de comprendre d'où vient cette différence qui fait qu'il ne trouve pas forcément sa place comme ce serait nécessaire dans une classe, dans un groupe. Et puis troisième étape, c'est de construire un parcours, un plan d'accompagnement personnalisé, adapté, qui va permettre bien évidemment de satisfaire à ce qu'elle pose à ce stade le problème tel qu'il a été signalé. Donc on a 3 enjeux, on a 3 défis à relever. Alors le premier défi, donc, et je partage tout à fait ce que dit ma collègue et confrère, c'est surtout pas un diagnostic. Il faut arrêter de penser que toute différence dans les processus d'apprentissage relève d'une pathologie de quelque nature que ce soit. Donc mettons un point final à cette idée-là, même si, et c'est bien ça qui, dans une classe, très souvent pose un problème, un enfant ou un jeune présentant des spécificités en termes de développement intellectuel présente des troubles, entre guillemets, associés. On appelle ça des difficultés d'expression comportementale, mais ça peut recouper des choses qui vont jusqu'aux troubles du spectre de l'autisme, autistique en tout cas, qui peuvent trouver une forme d'expression dans ce qu'on appelle les TDAH, les troubles troubles de l'attention, hyperactivité, ou des troubles spécifiques langagiers et des apprentissages. Donc il faut toujours bien comprendre que l'enfant qui est signalé, l'enfant qui est repéré, finalement il est repéré pour une forme visible de son trouble, mais pas forcément la forme qui va nous laisser prendre conscience que, d'une certaine manière, ces troubles sont une expression dérivée d'un haut potentiel. Deuxième élément ensuite, et qui est un véritable défi pour le système éducatif, et que le ministre Jean-Michel Blanquer a bien compris qu'il fallait le relever, c'est essayer de comprendre d'où vient cette différence, cette spécificité. Vous savez comme moi que, parce que vous avez rencontré des jeunes ou des adultes qui présentent quelque chose qui s'apparente à du haut potentiel, ce haut potentiel peut avoir une origine différente. Elle peut être d'origine psycho-affective, vous avez voulu en parler parfois. L'origine peut être d'un point de vue strictement neurologique, ou d'un point de vue strictement social. Et en général, la réalité, c'est que le haut potentiel, c'est un mix de tout ça. C'est un mix de tout ça. Et pour l'éducation, l'enjeu, c'est bien de comprendre quel est le besoin particulier qu'il va falloir satisfaire, de telle sorte que va pouvoir être enclenchée une disposition particulière qui va permettre à un jeune de, ne pas
pervertir ou ne pas inhiber ce qui relève de son potentiel intellectuel. On y reviendra, j'imagine, un peu Ouais. plus Peut-être, tard. Alice, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'exprime chez toi, ce haut potentiel ? Alors c'est vrai que moi c'est quelque chose qui a vraiment évolué au fil du temps, je l'ai remarqué. Déjà j'ai commencé à parler, j'avais à peine 1 an, donc c'est quelque chose qui déjà a un peu intrigué mes parents. J'ai fait des phrases vraiment très très tôt. Donc quand je suis entrée en petite section maternelle, je me suis retrouvée avec des élèves qui parlaient pas forcément autant que moi et qui faisaient pas forcément des phrases aussi lucides que moi. Donc ça m'a un petit peu intriguée. Je me suis tournée vers les profs du coup pour essayer d'échanger avec eux pour pouvoir m'occuper pendant la récréation. Après j'ai une maturité, je dirais une espèce de maturité qui s'est vraiment développée assez vite chez moi. C'est-à-dire qu'en CP j'étais extrêmement autonome, extrêmement rigoureuse. J'avais des centres d'intérêt, j'étais passionnée par la parentalité, par la maternité, par ce genre de choses, très 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 tôt. Et du coup, je ne savais pas vraiment de quoi parler en fait, avec mes camarades de classe à l'école. Je me suis rapidement isolée, de plus que... j'ai eu quelques soucis aussi de harcèlement quand j'étais en primaire. Et c'est vrai que j'étais très 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 sensible aussi. J'étais sensible à toute critique, sensible à toute remarque. Et voilà, je pense que c'est surtout par rapport à la sensibilité et par rapport à ma maturité, mes centres d'intérêt. Je pense que c'est vraiment comme ça que ça s'est exprimé chez moi. Jeanne, être haut potentiel, ça veut dire être aussi, être bouleversé émotionnellement. Qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel ? Oui, en fait, c'est vraiment, une fois encore, hein, on en a beaucoup parlé là, pendant Neuroplanète, on ne peut pas dissocier le corps, l'esprit et le cœur, hein, tout ça est intimement lié et constamment et heureusement. Et donc, bien évidemment, finalement, être au potentiel, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui et qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, être au potentiel, donc il y a tout l'aspect de la puissance et de l'intensité cognitive, c'est-à-dire avoir ces capacités de penser plus vite. Et ça, on le voit hein, au niveau des neurosciences aujourd'hui qui viennent valider ce que nous, les cliniciens, on avait compris depuis longtemps, c'est-à-dire qu'il y a une plus grande connectivité à la fois entre les 2 hémisphères cérébraux au niveau du corps calleux, mais aussi entre la partie devant du crâne, qui est un peu notre tour de contrôle, qui s'appelle les fonctions exécutives, mais qui est aussi cet endroit de notre intelligence qui nous permet de comprendre, d'analyser, de mémoriser, de hiérarchiser les informations, et ça va beaucoup plus vite entre ici donc et les lobes pariétaux qui sont des espèces de plaques tournantes qui vont distribuer l'ensemble des informations dans les neurones, hein, dans les millions de neurones du cerveau. Et donc, il y a une beaucoup plus grande densité de connexions, ce qui donne souvent, d'ailleurs, et probablement, Alice, tu as dû le vivre, cette remarque qu'on entend en consultation très fréquemment, qui est « Mais est-ce que vous pourriez me donner un bouton pour arrêter de penser ? J'en peux plus de penser nuit et jour. Comment je fais pour m'arrêter ?» Et c'est d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, pour ces raisons-là, que je suis personnellement, pour mes patients, et aussi pour moi, mais c'est une autre histoire, venue à la méditation de pleine conscience, parce que j'ai remarqué que pour les hauts potentiels, la méditation de pleine conscience était définitivement ce qui permettait de trouver un espace à l'intérieur de soi pour se poser et pas être en permanence embrouillé par ce flot de pensée. Parce que l'autre particularité, c'est la rapidité de traitement des informations. C'est-à-dire entre les informations que les 5 sens captent dans l'environnement et par l'influx nerveux, ces informations qui arrivent au système nerveux central, ça va 2 fois plus vite au niveau des recherches chez quelqu'un qui est surdoué que chez quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, ça veut dire 2 fois plus vite, donc 2 fois plus d'informations, d'autant qu'on sait qu'au niveau de la vue, alors là je peux pas parce que j'ai un micro, mais on sait tous qu'on a une vision périphérique, une vision centrale, et une vision périphérique. Habituellement, on voit ses mains à peu près jusque-là. Il est montré que chez les hauts potentiels, on les voit jusqu'ici. Ce qui veut dire que le champ de perception est plus vaste, donc ça va plus vite, le champ de perception est plus vaste. Et puis, la vitesse de traitement, on l'a montré aussi entre le lobe préfrontal et les lobes pariétaux. Donc, tout va plus vite, tout est plus connecté. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ces fameux IRM de repos, c'est-à-dire que quand on n'est pas
en train de faire une tâche particulière. Hein, on connaît bien maintenant cette histoire d'IRM de repos où les neurones vont se connecter de façon aléatoire et c'est la base de la rêverie et de la créativité, de ce qu'on appelle la pensée divergente aussi qui sort des clous. Eh bien, chez les surdoués, l'activité électrique reste beaucoup plus importante. Donc il y a quand même cette vie du cerveau, cette vie neuronale qui est toujours plus intense. Et puis si on passe du côté de l'organisation de la personnalité, de l'organisation émotionnelle, les études actuelles montrent que les compétences émotionnelles, parce que dans le grand public on parle souvent d'intelligence émotionnelle, mais en psychologie on préfère parler de compétences émotionnelles. Mais on parle de la même chose, c'est-à-dire de cette capacité, on parlait hier de l'empathie, mais justement cette capacité de ressentir ses propres émotions, mais bien sûr avec l'empathie de ressentir les émotions des autres et de s'ajuster en permanence avec le monde émotionnel. Et Alice en parlait, les compétences émotionnelles étant plus élevées, la maturité émotionnelle est beaucoup plus importante. On a longtemps dit, et ça a été très souvent des façons de justifier de ne pas faire sauter des classes ou de ne pas accélérer le cursus, en disant « oui, mais vous comprenez, il est tellement dépendant des autres, il est immature, il a besoin d'être entouré. » Mais quand vous avez 95 ans et que vous êtes surdoué, vous avez toujours besoin des autres et vous avez toujours besoin d'être plus entouré que les autres. Vous avez besoin de ce lien en permanence. On a tous besoin de liens. Hein. Le lien, c'est notre vie, on l'a suffisamment dit, mais eux encore un peu plus. Donc il y a cette extrême sensibilité. Et là encore, il y a une confusion importante, c'est que la sensibilité, ce n'est pas la sensiblerie. La sensibilité, c'est un peu comme les anciennes pellicules photographiques, c'est le fait d'être perméable constamment à l'environnement. C'est-à-dire, c'est de vibrer au moindre murmure du monde. Et avec des systèmes d'amplificateurs. C'est ce que disait aussi Alice, de cette grande sensibilité, c'est-à-dire de voir, d'entendre. Souvent les enfants, et ça, j'aimerais bien que l'éducation nationale le prenne en compte, c'est que souvent les enfants surdoués, enfin, moi c'est une habitude de vieille, hein, de dire surdoué, bah oui, ben voilà. C'est l'hyperacousie. L'hyperacousie, c'est le fait d'entendre beaucoup plus les bruits. Et ce qui veut dire que dans une classe, il y a énormément de bruit. Et souvent, ces enfants-là, ils décrochent et ils n'en peuvent plus parce qu'ils en ont plein la tête au sens propre. Et que si on ne va pas chez un ORL et qu'on ne se rend pas compte qu'il y a cette hyperacousie, on va faire des hypothèses complètement farfelues sur les raisons pour lesquelles l'enfant peut être en difficulté. Et pour finir et laisser la parole aux autres, ce qu'il y a aussi, c'est que donc cette grande sensibilité, bien sûr qu'elle peut aller avec une grande émotivité, mais pas pour tout le monde. On peut être extrêmement émotif et pas être surdoué, d'où encore là beaucoup de confusions qui peuvent exister. Mais surtout, et Alice l'a un peu dit, mais Jean-Pierre aussi l'a un peu dit, c'est que ce qui est souvent une source de difficulté, voire pour certains une source de souffrance, c'est le sentiment de différence et c'est le sentiment de décalage. Et ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas la différence qui fait souffrir, c'est le sentiment de différence. Et c'est pas du tout la même chose. Et en particulier, ce sentiment de différence chez les enfants, c'est souvent ces centres d'intérêt qui sont pas les mêmes. Les ados, par exemple, combien de fois j'ai entendu des ados me dire, mais moi j'avais l'impression que dans la cour, il y avait une espèce de paroi de verre entre moi et les autres, avec une sensation d'être là, mais de pas être vraiment là. D'où encore une fois, de plus, l'apport de la pleine conscience. Et puis cette sensation que on va le retrouver chez les adultes aussi, souvent quand on leur dit mais toi tu es trop ceci, tu es trop cela, tu vas trop vite, tu es trop puissant, tu poses trop de questions. Donc c'est vraiment un décalage qui peut être une source de beaucoup de difficultés et qui peut petit à petit conduire certains de ces enfants à décrocher au niveau de l'école parce que, ne serait-ce qu'au niveau du tempo, du rythme, on pose des questions et on dit non, mais pas maintenant, et puis ça on le verra dans le programme de l'année prochaine, et puis au bout d'un moment on n'en peut plus. C'est très compliqué de pouvoir s'ajuster quand on a un fonctionnement qui est très différent. Jean-Pierre Mélier, vous allez penser que j'en veux à l'éducation nationale, mais une fois qu'on a entendu tout ça, on nous explique donc que donc ces personnes sont plus sensibles, sont plus sensibles aussi au bruit, se sentent isolées dans des salles avec 40 élèves,
avec des profs qui se disent dépassés, n'ayant pas les moyens. Comment un prof peut faire finalement pour accompagner un haut potentiel ? Comme je vous l'ai laissé entendre tout à l'heure, la question, dès lors qu'on peut postuler qu'on a identifié effectivement un élève à haut potentiel et qu'on a bien compris quelle était la nature en tout cas de l'origine de cette potentialité différente, le système éducatif dispose d'un certain nombre d'outils malgré tout. Alors des outils qui ont été notamment créés dans les précédentes années, dans la précédente même mandature, qu'il s'agisse ce qu'on appelle des plans d'accompagnement personnalisés, qu'il s'agisse des programmes de réussite éducative, programmes pluridimensionnels de réussite éducative. Et donc tous ces dispositifs-là ont vocation à permettre de différencier l'accompagnement, le suivi et le cursus de chacun des élèves. Malgré tout, vous savez comme moi que le système il fonctionne bien évidemment à effectif et à budget constant et contraint, et qu'il est parfois difficile de trouver suffisamment de ressources humaines pour pouvoir différencier ces parcours. On travaille actuellement, et je l'ai vu dans une école il n'y a pas très longtemps, en tant qu'inspecteur général, où j'étais en visite dans une académie du centre de la France, des espaces qui sont petit à petit aménagés de telle sorte que des élèves qui expriment des difficultés d'expression comportementale liées justement à ce que vous évoquez, bruit, ce qu'évoquait Alice, ce que vous évoquiez aussi Béatrice, de façon à ce qu'on puisse en tout cas leur permettre de trouver un temps d'isolement pour qu'ils puissent se restructurer, se ressourcer et continuer à travailler s'ils le souhaitent. Effectivement, alors, je ne sais pas si j'ai le temps, mais je serais quand même tenté de plaider pour vous mettre en garde sur les neuromythes, ce qu'on appelle les neuromythes, c'est-à-dire les croyances un peu parfois surnaturelles sur des cerveaux différents chez les jeunes qui présentent des hauts potentiels. Vous avez très bien résumé, il y a trois différences marquées, en tout cas visibles, repérables, statistiquement validées. C'est effectivement la communication interhémisphérique. Il faut arrêter de penser qu'un gamin qui a un hémisphère droit plus développé sera plus intelligent qu'un gamin qui a un hémisphère droit moins développé. Tout ça, c'est des histoires un petit peu, des romans pratique, on va dire, pour essayer d'habiller quelque chose qu'on maîtrise moins. Deuxième élément, oui, on a parlé, vous avez parlé très justement du système préfrontal, qui est un élément déterminant pour chacun d'entre nous. C'est notre intelligence, elle réside dans notre capacité à inhiber nos pensées, à les réguler, à les ordonner, à les catégoriser et surtout à ne pas se laisser aller à quelque chose qui est une expression spontanée. Et on voit bien que chez les enfants à haut potentiel, très souvent, beaucoup sont renfermés, sont parfois considérés comme mutiques. Pourquoi ? Parce que effectivement, ils ont un système préfrontal, inhibiteur, qui fonctionne et qui, en permanence, entre guillemets, peut arriver jusqu'à les tourmenter. Et c'est peut-être un peu ça que Alice exprimait tout à l'heure. Donc il y a ces sujets, et puis il y a un grand neuromythe sur lequel il faut aussi, dont il faut vous protéger, c'est l'idée de l'épaisseur corticale. Vous savez, on disait autrefois que plus le cerveau était gros et plus le cortex était épais, plus finalement ça laissait entendre que quelqu'un était plus intelligent que quelqu'un d'autre. Tout ça, ce sont des histoires. Pardon, mais ce qui reste vrai, c'est qu'au niveau du développement, au niveau du développement, la matière grise reste chez les hauts potentiels. J'allais venir. Voilà, parce qu'effectivement, il y a quand même une vraie différence au niveau cortical. À la fin, mais pas au niveau du développement oui, c'est jeune le enfant. développement. Oui. Alors, juste une question pour Alice, après on va prendre les questions, j'allais dire gouvernement, dans les questions du public. Alice, qu'est-ce qui t'agace le plus quand toi tu racontes je suis haut potentiel ? L'image qu'on te renvoie, qu'est-ce qui voilà. Ce qui m'énerve le plus, c'est quand on me répond ah oui, du coup, t'es super intelligente, t'es plus intelligente que nous. Jeanne en a souvent parlé, mais c'est vrai que pour moi, c'est pas forcément une intelligence qui est
au-dessus, où on n'est pas forcément au-dessus des autres. Ça va juste être voilà, une façon de penser qui va être différente, une façon de raisonner aussi, mais c'est pas forcément quelque chose de supérieur. En fait, j'aime pas quand on me considère comme supérieur aux autres parce que c'est pas ce que j'ai l'impression d'être. Je peux rajouter juste un truc. Moi, je voudrais juste quand même dire quelque chose parce qu'on est à Nice et que je voudrais rendre hommage à Nice et à la ville de Nice parce que c'est quand même à Nice que s'est créée la première association nationale pour les enfants intellectuellement précoces sur l'impulsion d'un psychologue qui est Jean-Charles Terrassier et de son amie Monique Binda qui est là et que j'aimerais qu'on applaudisse parce que l'AMPEP et la ville de Nice ont énormément fait pour les hauts potentiels et que moi j'aimerais I have a dream. Alors Christian Estrosi est pas là, mais je suis sûre que le message lui sera passé. Donc I have really a dream. Super votre accent. Un super dream, c'est que j'aimerais bien que Nice redevienne cette ville des talents et des possibilités et que ça soit un laboratoire actif pour qu'on puisse accompagner au mieux tous ces talents vers un plein accomplissement, parce que réussir, c'est pas uniquement, et loin s'en faut, la réussite académique, mais la réussite de sa vie. Alors on va prendre les questions. Merci. Merci beaucoup. Alors j'ai vu beaucoup de mains se lever, donc je demanderai à chacun une question courte et réponse courte, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez le micro. Bonjour, merci pour ce partage. Ma question c'est comment est-ce que vous reconnaissez un zèbre quand vous en rencontrez un et comment est-ce que vous interagissez avec, que vous soyez vous-même zèbre ou non? Merci. Mais vous voulez dire en tant que professionnel, j'imagine? Non, en tant qu'individu. Ah mais moi je peux pas répondre à une question comme ça. Moi je peux répondre à une question professionnelle, c'est-à-dire effectivement il y a un sort. C'est comme tout fonctionnement de personnalité, c'est-à-dire qu'il y a un faisceau de signes qui va permettre de poser une hypothèse. Après on n'a pas eu le temps de parler des adultes, mais bien sûr que quand on a ce fonctionnement, on le reste toute la vie, et que quand on est adulte à haut potentiel, ça donne énormément de possibilités d'accomplissement, de réalisation, de capacité de leadership, de vision, pas au niveau des visions, mais d'intelligence très visionnaire, très anticipatrice, mais pour certains, ça peut aussi être une intelligence plus inhibée parce qu'il n'y a pas eu la possibilité d'aller jusqu'au bout de ce que l'on était. Merci. Une question de rang derrière vous, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Question courte, réponse courte. Oui. Dans la description donc, des hauts potentiels que vous avez faite, est-ce qu'on peut concevoir qu'une personne peut simultanément avoir des hauts potentiels dans certains domaines et des bas potentiels dans certains autres domaines? Par exemple, de haut potentiel dans le domaine cognitif, dans le traitement des informations de manière très volumineuse et très rapide, mais en même temps de bas potentiel dans le domaine relationnel et des capacités relationnelles et situationnelles. Et dans cette hypothèse-là, est-ce qu'il ne vaut pas mieux des personnes qui ont une moyenne générale élevée dans l'ensemble des potentiels plutôt que des personnes qui ont des très hauts potentiels dans certains domaines et de bas potentiels dans d'autres? Mais d'une façon générale, on peut avoir des talents ou des potentiels dans énormément de choses. Je suppose que Mbappé ou un grand musicien a aussi des potentiels spécifiques. Après, plus on a un fonctionnement global équilibré, plus on a de ressources et plus on a de possibilités. Mais ça, quel que soit le potentiel. Merci beaucoup. Alors, madame? J'ai une petite question, s'il vous plaît. Oui, madame vient d'aborder un tout petit peu cet aspect. J'aurais aimé entendre un peu quel est l'avenir de la plupart de ces personnes à haut potentiel. Est-ce qu'ils ont statistiquement plus de belles réussites ou au contraire, pas forcément? Quel est l'avenir? Comme je le disais, ça dépend de ce qu'on appelle belle réussite. Au risque de vous décevoir, on n'a aujourd'hui aucune étude épidémiologique, c'est-à-dire sur l'ensemble de la population, que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde entier. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne sait pas vraiment. Alors, on a des intuitions, cliniquement, on a des intuitions, parce que, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai rencontré énormément de monde. Là, c'est encore un effet de l'âge, évidemment. Mais on ne sait pas, et personne ne sait vraiment. Merci, madame. Ce que je peux peut-être ajouter, s'agissant de l'école, modestement, les suivis de cohortes qui ont pu être effectués pendant les
quelques dizaines d'années où cette question s'est posée, n'ont pas révélé effectivement de personnage qui s'est illustré dans sa vie professionnelle de façon exacerbée suite à une détection d'un potentiel ou de quelque chose de particulier. Je rappelle toujours que Einstein était un très mauvais élève, vous le savez tous. Il était un très mauvais élève et il a fait son génie à simplement se poser en tant qu'adulte des questions que se posent d'habitude les enfants. Et c'est ce qui a finalement lui a permis de se révéler et de révéler au monde des découvertes qui font encore date aujourd'hui. Donc il faut se méfier de cette espèce de raccourci qui consiste à faire un lien direct de causalité, de cause à effet entre un haut potentiel détecté à un certain âge et une réussite, on va dire, scolaire ou professionnelle. En revanche, oui, je partage bien évidemment l'idée que la réussite ne se mesure pas à la performance scolaire, elle se mesure pour l'essentiel à l'épanouissement et une vie satisfaisante et équilibrée. Donc il faut toujours faire attention. Et c'est un défaut qu'on peut avoir parfois à l'école, c'est essayer d'être un peu dans cette course à poursuivre en quelque sorte de manière un peu systématique le suivi de la scolarité d'un jeune en espérant que effectivement ce qui a été détecté très jeune sera encore magnifié à l'âge de l'adolescence et plus tard encore. Merci. Mais attendez, si je peux oser un truc, je vais Oh, le faire. Je crois que je forcément. vais oser. Oui, je vais oser. C'est qu'on a ici à Nice encore un très bel exemple que la réussite scolaire n'est pas forcément corrélée à un grand parcours. Si on parle de Christian Estrosi, par exemple. Si on considère qu'être un homme Alors, politique est une nous allons- réussite, mais on va prendre une autre question à Hélène. Absolument, nous Oui, mais il avons faisait de la madame. moto, donc... On vous écoute, madame. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup pour ces informations et pour rendre cette information publique. Je vais utiliser un petit peu de mon expérience pour poser ma question. Moi, j'ai été testée très tôt, donc enfant, par Monsieur Terrassier d'ailleurs. Et j'ai fait toute ma scolarité avec 2 ans d'avance et ensuite j'ai fait médecine, blablabla. Et j'ai vraiment appris en fait toute ma vie étant au courant de cette différence et étant au courant de tout ça, en fait, moi, à planir pour pouvoir interagir avec les autres. Donc c'est toujours moi qui ai fait cet effort-là, parce que je savais. Et maintenant, je suis un peu enfermée là-dedans, c'est-à-dire que quand j'essaye d'expliquer que ça existe, et quand j'essaie d'expliquer mes tourments, en fait, on va parler comme ça, les autres, ils me disent, mais pas du tout, mais t'es comme tout le monde. Parce que je sais très bien le faire, parce que je suis caméléon, parce que j'ai appris. Et maintenant, je suis enfermée là-dedans. Enfin, c'est difficile pour moi d'expliquer aux autres pourquoi ça existe et pourquoi moi je le vis bien. Et pourquoi et alors, enfin, si ça existe, alors pourquoi toi tu le vis bien? Pourquoi toi t'es comme les autres? Pourquoi? Un zèbre caméléon, ça c'est une colle. Voilà. Donc c'était plus un témoignage, mais Alice, peut-être une réaction? Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vécu aussi quand j'étais au collège. En fait, je me suis beaucoup isolée en primaire. Je restais beaucoup seule de mon côté parce que au début, je comprenais pas nécessairement la nécessité de me mettre avec les autres. Mais en arrivant au collège, je me suis dit, je vais faire comme tout le monde pour pas me faire à nouveau isoler et pas être harcelée. Donc j'ai essayé de m'immiscer dans des groupes et de m'intéresser en fait à ce que eux s'intéressaient. Et j'ai rapidement mis ce que j'ai appelé des masques. En fait, j'ai mis des masques, plein de masques de personnalités qui m'ont en fait fait me perdre. Et quand je suis arrivée en 3e, je suis tombée dans une espèce de dépression parce que je savais plus qui j'étais. Je m'étais trop mise comme les autres. Et c'est notamment pour ça, du coup, que j'ai quitté le système scolaire et que je suis partie hors contrat. Merci. Oui, alors vous évoquiez tout à l'heure donc les bilans qui permettent de détecter les hauts potentiels, mais finalement, vu que ça revient à faire une cartographie de soi, est-ce qu'il ne serait pas justement bon de finalement généraliser ce genre de bilan, au potentiel ou pas, parce que finalement ça nous donne des cartes pour mieux se comprendre, et ça, est-ce que ça ne pourrait pas être un outil justement au niveau de l'éducation nationale pour faire évoluer le système scolaire? Merci, madame. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question.
C'est la raison pour laquelle, effectivement, le système éducatif s'est doté d'un véritable corps de psychologues de l'éducation nationale, comme vous l'avez évoqué, depuis 2017, qui remplace les anciens psychologues scolaires et les anciens conseillers d'orientation psychologues pour essayer vraiment de professionnaliser toute une corporation qui méritait effectivement d'occuper cette place. Mais imaginez que le système éducatif aujourd'hui applique un ratio d'un psychologue pour 1600 élèves en moyenne. Voilà. Donc je vous propose de convaincre notre ministre actuel d'augmenter de manière assez singulière le nombre de postes de psychologues pour atteindre le niveau moyen européen qui est d'un psychologue pour 800 élèves et d'un psychologue pour 400 élèves dans des pays qui misent bien évidemment sur cette question, ce sujet que vous évoquez, c'est-à-dire l'identification d'une façon beaucoup plus structurée et beaucoup plus ambitieuse les potentiels de chacun des élèves. Oui, mais il me semble que ça serait encore plus pertinent, si je peux me permettre, Forcément. Si je peux me permettre, c'est sur le jeu, si je peux me permettre, oui, c'est vrai, je peux me permettre. Sur la formation des enseignants. Parce qu'aujourd'hui, les enseignants, ils sont pas confrontés à une classe unique. Ça n'existe plus, le maître et les élèves comme une entité homogène. De toute façon, quand on a 30 ou 40 élèves dans une classe, on a un tout petit noyau d'élèves sans souci. Et puis, il y a tout le club des 10, les 10 lexiques, les 10 calculiques, les 10 praxiques, il y a tous les HP, il y a tous ceux qui ont des TDAH, maintenant. Mais si les enseignants sont formés, et ça a été vraiment ça, quelque chose qui a avancé au niveau de l'éducation nationale parce que c'est un peu mieux, eh bien à ce moment-là, ce sont les enseignants, me semble-t-il, parce que c'est leur job, d'avoir un regard plus attentif et plus bienveillant pour chacun de ces élèves et qui peuvent être des alertes et ensuite demander aux parents, parce que de tester tout le monde, moi je trouve que c'est un peu dingue, mais en tout cas d'avoir cette capacité, parce que finalement moi je crois que la seule pédagogie adaptée, c'est une pédagogie bienveillante. C'est-à-dire que chacun puisse être compris et entendu pour ce qu'il est vraiment, authentiquement. Et je crois que la seule possibilité pour que la vie fonctionne, et dans les classes aussi, c'est l'amour. Merci. Tout à fait. Alors, on ne va pas pouvoir Juste répondre à toutes les questions, donc je suis vraiment désolée. Le mot de la fin, le mot de conclusion, Jean-Pierre Bellier. Juste pour compléter, oui, bien évidemment, et c'est un peu là-dessus qu'on travaille actuellement, pour bien instrumenter un binôme détection. Bien évidemment, les enseignants sont, je dirais, en première place pour pouvoir être sur ce repérage. Mais après, il y a la dimension objectivation. C'est-à-dire qu'il faut passer à l'étape suivante qui est de, effectivement, confirmer que tel jeune ou tel jeune qui a été repéré, détecté comme étant éventuellement haut potentiel, l'est effectivement. Et là, ça exige bien évidemment le recours à une professionnalité différente qui est celle d'un psychologue patenté. Merci beaucoup. On peut applaudir nos invités. Je suis désolée.